Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la tier list de mes lectures de décembre 2022 et je tiens à vous remercier pour cette année 2022 et ce début d'année 2023 puisqu'on a dépassé les 450 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre le contenu que je ferai toute cette année. Comme j'ai pu communiquer, je vais changer mon jour de publication des vidéos. À partir de maintenant, ça va être le jeudi et plus le dimanche. Donc on se retrouve à peu près tous les jeudis, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pas forcément toutes les semaines, mais je vais essayer d'être assez régulier sur la publication du contenu. On se retrouve tout de suite pour la tier list. Et on commence avec le tome 12 de Blue Period. Moi, c'est un manga que j'apprécie toujours autant. C'est-à-dire que c'est vraiment un manga qui nous fait voyager dans ce monde artistique de la peinture, du dessin. Et on découvre toujours un peu plus les personnages, on les approfondit aussi toujours un peu plus. J'espère tout de même que le manga ne va pas non plus durer 30-40 tomes, puisque là on commence à être un petit peu avancé dans l'intrigue, même s'il n'y a pas une intrigue énorme dans Blue Period, on va plus être sur la contemplation justement, la psychologie aussi du personnage principal. En tout cas Blue Period, je le classe en bien. Voilà, on va dire que c'est un 15 sur 20, c'est une série très régulière et que j'aime toujours autant. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, Bright Stories, que j'ai découvert à la fin de l'année, et je me suis enchaîné les 13 tomes. C'est exceptionnel, vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur de 2022 qui est arrivé un petit peu sur le tard, puisque je l'ai lu et acheté en décembre, mais vraiment un manga exceptionnel que je placerai au même niveau que Isabella Bird dans le style, et j'adore ce genre d'histoire, j'adore, les dessins sont incroyables. En fait, j'avais été convaincu vraiment d'acheter ce manga grâce à une exposition que j'avais fait au Japon, dans le musée du manga, et vraiment je regrette absolument pas mon achat et absolument pas ma lecture. J'attends avec impatience la suite. Vraiment, je me suis dévoré ces 13 tomes et je vous le conseille absolument. Comme vous l'aurez deviné par mon enthousiasme, Bright Stories, je vais le classer dans excellent sans aucune hésitation. J'ai commencé ce mois-ci la découverte des œuvres de Junji Ito grâce au coffret qui a été fait, je pense, pour Noël par Mangetsu, qui contenait donc les 2 tomes des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et j'ai beaucoup aimé cet univers, beaucoup aimé ces mangas d'horreur, ce style vraiment graphique de Junji Ito qui, je pense, est vraiment à part. Et ça me donne envie de collectionner maintenant tous les mangas de Junji Ito sortis à la fois chez Mangetsu et chez Delcourt Tonkam. Donc Junji Ito, les chefs-d'œuvre, en tout cas les 2 tomes, je vais les rassembler en une seule image. Je vais les classer en très bien avec un bon 17 sur 20 et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres œuvres de Junji Ito. On continue avec Dandadan, le tome 3 de chez Crunchyroll, qui est sorti en décembre. J'ai bien aimé ce tome, mais je suis assez mitigé sur la série. Alors je trouve les dessins magnifiques, je trouve l'histoire assez prenante, mais j'ai du mal par rapport au reste de ma collection, en fait, par rapport au reste de mes achats. Je trouve que c'est un petit peu en dessous. Et j'ai peur que le manga soit un petit peu trop long, n'ait pas de fil conducteur. J'ai cru entendre ça dans certains podcasts, dans certaines vidéos. Pour ceux qui lisent les scans, moi je les lis pas, je lis juste la sortie en tome. Et ça me fait un petit peu peur pour la suite. Il y a des mangas où j'ai pas forcément besoin de fil conducteur, mais pour Dandadan et pour des mangas surtout qui durent très longtemps, ça me fait un petit peu peur, honnêtement. Donc Dandadan, pour cette petite alerte, je vais le classer en assez bien. Mais honnêtement, le tome, je l'ai bien aimé, je l'ai lu d'une traite et c'est une lecture vraiment plaisante. Le tome 2 de l'édition remaster de Dreamland, que j'ai beaucoup aimé, je vais le classer en bien avec un bon 15 sur 20, tout comme Blue Period. On en apprend un petit peu plus sur les personnages, on développe un petit peu plus l'univers et on voit toujours ce travail qui a été fait dans cette édition remaster de la part de Renaud Lemaire. Et c'est vraiment très plaisant, un très bon manga français. Alors c'est ma seule référence dans les mangas français puisque j'en ai pas d'autres, à part ceux de la télé Sento, qui sont entre le manga et le comics. Mais voilà, Dreamland en tout cas je vous le conseille si vous voulez découvrir un manga français, c'est un très bon manga. Mon petit bijou, ma petite lecture apaisante, celle qui me fait m'évader le plus je pense de toutes mes lectures que j'ai, c'est SK la Yokohama, le tome 9 et 10 que j'ai lu en décembre.
Je me suis régalé, comme d'habitude, ça se classe en excellent, sans aucune hésitation. Escala Yokohama, ça va nous conter l'histoire d'Alpha qui se balade, qui vit une vie dans un monde post-apocalyptique qui n'a pas trop souffert, et qui va vivre sa vie au gré des rencontres, au gré de ses petits voyages, au gré de ses petits trajets en scooter, ces rencontres de gens qui viennent à son café, et elle nous emmène dans un monde vraiment de liberté, d'apaisement, et c'est vraiment ma petite lecture bonbon. J'adore Escala Yokohama, et je suis limite assez triste que ça se finisse en 14 tomes, puisque je pense que ça va me manquer, mais je pense que c'est une lecture que je vais me refaire, puisque les tomes se lisent vraiment assez vite. Je pense qu'en 20 à 25 minutes, c'est terminé. En tout cas, ça se classe forcément en excellent, et je vous conseille vivement Escala Yokohama. Merci Meian d'avoir édité ce manga. Un autre manga de chez Meian, Gannibal, le tome 11, qui nous rapproche de la fin de Gannibal, qui sera en 13 tomes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome. J'avais un tout petit peu moins aimé le 10, alors peut-être parce que j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé avant, ou que c'était un petit peu plus fouillis que les autres tomes. Mais en tout cas, ce tome 11 me replace dans l'histoire et me donne envie de découvrir cet arc final, on va dire, la fin de cette enquête et la fin de cette histoire. Et Gannibal, c'est toujours aussi exceptionnel au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, au niveau de la tension que ce manga crée, que ce thriller horrifique crée. Vraiment, c'est une de mes plus belles découvertes de 2022, sans hésiter. Je vous le conseille si vous n'avez pas découvert Gannibal, même si je sais que beaucoup ont découvert Gannibal cette année. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous avez l'âge requis et si vous voulez découvrir le thriller horrifique, je pense que c'est très bien de commencer par Gannibal. Et donc Gannibal, je le classe en très bien, voilà. Ça rejoint les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est dans le même thème, donc c'est très bien. J'avais acheté l'intégrale, enfin les 19 tomes sortis de Hikaru no Go, l'édition magnifique, l'édition parfaite de chez Delcourt Tonkam, en novembre, avant de partir au Japon. J'avais pas eu le temps de les lire, à part le tome 1, me semble-t-il, avant de partir au Japon. Je suis rentré du Japon, c'était ma priorité. J'ai déjà acheté le tome 20 qui vient conclure la série, et je me suis enchaîné les Hikaru no Go. Et je pense que c'est l'un des meilleurs mangas de Takeshi Obata pour moi, avec cette scénariste, donc Yumi Ota, qui n'a fait que ce manga d'ailleurs, et qui nous offre ici un manga sur le Go, donc qui n'était pas quelque chose qui m'intéressait à la base, mais qui nous entraîne dans cette histoire grâce à ce personnage principal et à un autre personnage qui va venir très vite l'accompagner dans cette histoire, qui nous font découvrir ce jeu sans pour autant nous demander de le comprendre. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans Hikaru no Go, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de comprendre les règles du jeu, ni forcément de s'y intéresser, que ce soit dans le tome 1 ou jusqu'au tome 20, pour apprécier le manga. Et moi j'avoue que j'ai un tout petit peu cherché à comprendre en quoi ça consistait, mais je me suis pas non plus renseigné sur le Go en dehors du manga. Mais en tout cas j'ai adoré ma lecture, et j'ai adoré ce manga que je vais classer en excellent. Décidément, il y a pas mal de mangas excellents que j'ai lus, et tant mieux. Je vous conseille vraiment Hikaru no Go si vous avez déjà un petit peu découvert les dessins de Takeshi Obata via Death Note, etc. Hikaru no Go, je pense que c'est un incontournable de Takeshi Obata. N'hésitez pas à l'acheter. Voilà, lisez Hikaru no Go. Alors j'ai acheté en décembre, il me semble, les tomes de 15 à 20 de Hunter x Hunter. Je continue petit à petit cette série au fil de l'eau. Alors moi j'aime bien compléter mes séries assez rapidement. Hunter x Hunter, je prends un peu plus le temps pour la simple raison que les tomes sont assez fins, mais prennent du temps à lire parce qu'il y a beaucoup de textes dans Hunter x Hunter. Donc je les lis tranquillement, je les lis au fil de l'eau. Là j'ai lu juste le tome 15 sur tous les tomes que j'ai achetés. J'aime toujours autant, je vais le classer en bien avec un bon 15 sur 20 aussi. On continue sur l'arc de Grid Island que j'aime beaucoup. On continue toujours à développer, c'est ça que j'aime bien dans Hunter x Hunter, c'est que ça développe on va dire que dans One Piece il y a le Haki, dans Naruto il y a le chakra, et dans Hunter x Hunter il y a le Nen qui est très bien expliqué, et encore mieux que dans ses œuvres justement dans Naruto ou One Piece. Et je pense que c'est le petit plus de Hunter x Hunter, de vraiment aller dans ces détails et d'expliquer ça sans trop perdre le lecteur, même s'il faut quand même être concentré quand on lit Hunter x Hunter. Mais voilà, c'est un shonen que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de continuer ma lecture et de le terminer en 2023, c'est l'un de mes objectifs. Je vais essayer de
le terminer au premier semestre de 2023 et de terminer ma lecture également. Le tome 7 de Kaiju Number 8, c'est ma petite lecture coupable, c'est ma petite lecture bonbon. Kaiju Number 8, j'aime beaucoup, c'est un shonen que j'aime beaucoup, et qui pour moi se démarque un petit peu des shonen, la nouvelle génération de shonen qui est sortie récemment, et qui ne baisse pas en qualité au fil des tomes. Autant il y a des shonen où je me dis au fil des tomes, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je pense notamment à Mashle que j'aimais beaucoup au début, et dont la qualité descend un petit peu au fil des tomes, à Dandadan dont j'ai des doutes sur la suite. Mais Kaiju Number 8 vraiment c'est un manga très régulier, un shonen très régulier, et qui fait bien son travail. Pour moi je vais le classer en bien aussi, j'ai hâte que ça continue, c'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup. Assez peu de commentaires sur les tomes 63 et 64 de Kingdom, de toute façon je vais pas spoiler et raconter ce qui se passe dans ces tomes là, mais c'est toujours aussi exceptionnel, ça se classe bien sûr en excellent, devant absolument tout, c'est mon manga préféré, et ça le confirme avec ces tomes-là. J'ai qu'une seule hâte, c'est de lire la suite, et de lire la suite aussi de ce nouvel arc qui se profile, et de cette nouvelle histoire qui se profile. C'est un manga parfait, franchement du début à la fin, du tome 1 au 64, je me suis pas ennuyé une seule seconde, et j'ai tellement hâte que ça continue, et de lire la suite, et même si l'auteur va jusqu'au 120e tome, je m'en fous qu'il nous fasse 120 tomes, je vais les acheter sans problème, et les lire sans problème. C'est juste un manga incroyable. Si vous n'avez pas encore lu Kingdom, lisez Kingdom. J'ai découvert le bateau de Thésée en achetant les 10 tomes d'occasion, et je me suis lu les 10 tomes puisque ça se lit assez vite, le bateau de Thésée. Je crois que je les ai lus en 1 ou 2 jours. C'est un thriller très prenant, que je classe en très bien. J'ai vraiment apprécié ma lecture, beaucoup apprécié ma lecture, et c'est un thriller qui est vraiment prenant. Je vous le conseille avant de lire par exemple un Gannibal, qui peut être un petit peu plus sombre, un peu plus fouillis pour certains, ou assez dur dans la lecture, assez justement sur le thème du cannibalisme qui peut être assez dur, et pas pour tous les publics. Le bateau de Thésée, je pense que c'est un peu plus accessible, et un peu peut-être moins compliqué dans l'histoire, mais moi j'ai adoré, vraiment c'est un super thriller. Si vous devez commencer avec un thriller dans le manga, je pense que vous devez commencer par le bateau de Thésée. Ça me donne énormément envie de découvrir aussi Les Enfants d'Hippocrate, qui est par le même auteur, qui est pas du tout sur le même thème, mais j'ai bien apprécié les dessins, j'ai bien apprécié sa manière de développer l'histoire et d'aller assez vite dans l'histoire aussi. Donc vraiment hâte de découvrir cette autre œuvre de cet auteur. J'ai également découvert Lichi Ikari Club grâce au conseil de mon collègue Le Monde de Tada. C'est un one-shot donc de chez IMHO, et j'ai vraiment pas mal apprécié ma lecture, je vais le classer en très bien. Et j'ai hâte aussi de découvrir les préquels, il me semble, qui racontent un peu la jeunesse de ces personnages. Vraiment c'est une lecture à part, une lecture très spéciale, mais une lecture que je recommande, puisque en un tome on arrive vraiment à rentrer dans l'histoire sans aucun problème, et on découvre en fait ce monde à part, ce manga assez malaisant quelque part, mais qui ne nous laisse pas indemnes, et qui nous donne envie d'approfondir encore cette histoire. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait 2 autres tomes pour approfondir cette histoire justement, et j'ai vraiment hâte de les découvrir. En tout cas, ma lecture de Lichi Ikari Club était un souvenir qui restera dans ma mémoire, en tout cas, de 2022. J'ai également lu le tome 2 de Magica. Alors je pense que c'est encore un cran au-dessus au niveau des dessins, au niveau des couleurs, au niveau du voyage dont nous fait part cet auteur via ses dessins. Au niveau des histoires, je trouve ça un tout petit peu en dessous du premier tome. Il y a des histoires auxquelles j'ai un petit peu moins accroché que dans le premier tome, mais franchement au niveau des dessins, rien que pour les dessins, c'est un manga mais exceptionnel vraiment, que je vous conseille fortement de découvrir. C'est de la poésie, mais de la poésie assez difficile, parce que c'est des histoires assez dures, c'est des contes, mais des contes pour adultes, pas du tout des contes pour enfants. C'est une édition incroyable de la part de Megan, bravo pour ce boulot. Et je sais pas s'il y aura un tome 3 ou s'il y aura d'autres histoires de Magica, mais en tout cas ça me dérangerait pas, parce que j'aime beaucoup ce format, c'est super original et c'est vraiment à découvrir. Donc Magica, ça se classe en très bien. J'ai enfin terminé un manga que j'ai acheté un petit peu au fil de l'eau en 2022, c'est Monster de Naoki Urasawa.
Donc j'ai terminé mes achats, j'ai terminé ma lecture du tome 5 au tome 9. Et je peux le dire maintenant, c'est mon Urasawa préféré pour l'instant, au-dessus de 20th Century Boys, au-dessus de Pluto. J'ai pas encore lu Billy Bat. J'ai commencé à les lire en numérique, j'ai lu le premier et le deuxième tome il me semble, j'aime beaucoup aussi. Mais Monster pour moi c'est un cran au-dessus au niveau de cette enquête, au niveau de cette attache qu'on a au personnage, au Dr Tenma, mais aussi aux méchants de l'histoire, et aux autres personnages aussi qu'on nous introduit. Et c'est une enquête super bien menée de bout en bout, qui est passionnante. Et rien que pour ça, Monster, ça mérite d'être classé en excellent. Et je vous le conseille, alors peut-être pas pour commencer Naoki Urasawa, je commencerai peut-être par un 20th Century Boys ou pour un Pluto qui est peut-être le plus accessible que j'ai lu pour l'instant. Mais Monster, c'est un incontournable vraiment, et pour moi, pour l'instant, le meilleur manga de Naoki Urasawa. Je vais passer assez vite sur le tome 103 de One Piece, puisque, comme vous le savez peut-être, c'est le seul manga pour lequel je lis les scans, donc sur Manga Plus ou des fois un petit peu avant. Et le tome 103, il y a un événement exceptionnel qui se passe, donc je vais le mettre dans excellent. Même si pour l'instant, je crois que ça fait 2-3 tomes que je lis plus forcément en tome. Ce que je veux faire, c'est me lire tout l'arc de Wano d'un coup quand tout sera sorti en France. Mais je sais exactement ce qui se passe dans ce tome et je sais qu'il est incroyable, donc ça se classe en excellent. Le tome 25 de One Punch Man, enfin, après une longue attente, comme toujours avec One Punch Man, j'ai beaucoup aimé, je le classe en très bien. J'ai vu que le prochain tome sortait en avril, ce qui est pas mal pour One Punch Man, puisque 4 mois entre 2 tomes, c'est rare pour One Punch Man. En général, c'est 1 ou 2 tomes par an. Et c'est très bien parce que c'est une série que j'adore, mais parfois, sans que je le veuille, je décroche un tout petit peu parce que je me rappelle plus de ce qui se passe avant. C'est une série que j'ai relue 2 ou 3 fois, voire plus, justement pour me souvenir ce qui se passait avant et pour ne pas gâcher ma lecture. Mais en tout cas, le tome 25 était très bien, et j'ai hâte de voir ce qui se passe, j'ai hâte de revoir un peu plus Saitama aussi, et je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu One Punch Man, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ou regardé One Punch Man. C'est un super manga à découvrir, c'est un super shonen / seinen, c'est même pas classable en fait, One Punch Man, c'est un manga à part qu'il faut absolument découvrir. On arrive presque à la fin avec le tome 5 de Ranking of Kings. C'est une série que j'aime toujours autant, qui se lit bien, que je classe en bien. Pas au-dessus pour moi, même si j'aime beaucoup. Je sais que limite c'était un manga qui était sous-coté à une époque et qui devient petit à petit surcoté, je trouve. Je trouve l'histoire très bien. Alors j'ai pas vu l'animé, peut-être que je sais que l'animé est peut-être un cran au-dessus du manga. Je le trouve vraiment très bien, mais j'avoue que je comprends pas certains qui le placent forcément qui le placent en coup de cœur ou en chef-d'œuvre, etc. Alors, chacun son avis, bien sûr, mais pour moi, c'est ni un chef-d'œuvre ni un coup de cœur. C'est une très belle découverte. C'est un manga très original, une histoire très bien ficelée, très bien écrite, qui a le mérite de nous faire découvrir un héros qui ne sait pas parler, qui est nul, etc. Et de nous le rendre vraiment très attachant et au final très fort dans sa force de caractère et de persévérance. Mais voilà, je le classerai pas comme un coup de cœur, je le classerai pas au-dessus de bien, on va dire, dans mon classement, en tout cas dans mes tier list. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Le tome 10 de Spy X Family. Alors celui-ci, je vais le classer en assez bien. Spy X Family, c'est un manga assez compliqué dans ce qu'il devient pour moi. En plus, je pense que le fait que je regarde aussi l'animé en parallèle n'aide pas. Pour moi, c'est un manga qui se renouvelle pas, qui évolue pas. J'avais un espoir sur ce tome 10, et l'espoir s'est confirmé au début du tome, mais à partir de quelques chapitres, on repart dans les mauvais travers pour moi de Spy X Family, c'est-à-dire qu'on retourne dans quelque chose d'assez classique qu'on a depuis 3-4 tomes, et qui fait que le manga n'avance pas, et toujours pareil en fait, à garder cet humour du début, mais qui ne marche plus aussi bien qu'au début. Et le fait de regarder l'anime en même temps, ça me rappelle justement tous les gags du début, et que je revois en fait dans les tomes actuels que je lis.
Donc c'est une série qui est en danger de mon côté, c'est-à-dire que quand une série est en danger, ça veut dire qu'il est probable que je la vende à un moment. Je vais voir comment ça continue et ça m'embêterait de la vendre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le début et j'ai aimé l'originalité de ce manga. Mais il est possible qu'en 2023 je m'en sépare si jamais ça continue sur cette lancée. En tout cas ce tome-là était peut-être un petit peu mieux que les tomes d'avant, mais pour moi ça baisse quand même en qualité depuis quelques tomes et j'ai peur que la courbe continue à descendre et que ça soit la fin de ma collection de Spy X Family en 2023. Et je termine par le tome 21 de Tokyo Revengers. Alors moi c'est un shonen qui marche toujours aussi bien sur moi, je vais le classer en bien. Parce que pour une bonne raison, j'ai beaucoup aimé ce tome qui nous introduit une nouvelle facette de l'histoire, mais j'ai cette impression, et je vois ça aussi sur les réseaux pas mal, même si j'ai pas lu la suite de Tokyo Revengers, mais je vais peut-être le faire cette année parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler la fin. Qui confirme que pour moi Tokyo Revengers en fait ça aurait pu s'arrêter là. Je pense que le succès médiatique, le succès en termes de chiffres de Tokyo Revengers a poussé Ken Wakui, donc l'auteur, à prolonger ce manga, alors que ça aurait pu être très bien un manga en 20 tomes qui aurait parfaitement fait le taf sur un manga à la fois furio, à la fois shonen, à la fois voyage dans le temps, mais qui a souhaité le prolonger de 10 tomes. Et c'est pas forcément la meilleure des idées, même si pour moi ça fait toujours le taf et j'ai aucun souci à lire les 10 prochains tomes, à voir comment ça tourne bien sûr. Mais voilà, c'est un tout petit peu dommage que cette série continue sur autant de tomes. Ça aurait pu très bien s'arrêter en 20 tomes, mais voilà, Tokyo Revengers, je le classe en bien. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de me suivre et de m'avoir suivi. On se retrouve maintenant donc tous les jeudis vers 17-18 h pour ces petites vidéos, pas toutes les semaines forcément, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour suivre ce que je fais. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, je développe pas mal Instagram contrairement à TikTok que j'ai complètement abandonné, mais peut-être que je vais le reprendre en 2023, j'ai juste du mal à me faire à ce réseau social vu que je l'utilise pas du tout dans la vie courante contrairement à Instagram. Mais voilà, on se suit en tout cas sur YouTube et sur Instagram et on se retrouve presque toutes les semaines pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux concepts qui arrivent en 2023. J'espère que ça va vous plaire et j'espère vous retrouver nombreux, que ce soit dans les commentaires avec les petits pouces bleus ou n'hésitez pas aussi à parler avec moi sur Instagram. Je réponds à absolument tous les messages qu'on m'envoie, je réponds à absolument tous les commentaires qu'on me met. Merci encore à tous de me suivre et on se retrouve très vite. Salut!